Il rit quand c'est trop sérieux. Il s'indigne quand tout le monde s'endort. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. C'est maintenant le tour de Rodolphe Osny, notre chroniqueur et analyste politique. Rodolphe, comment vas-tu? Bonjour Marc, bonjour Isabelle. Je voulais juste te dire que notre chronique hier sur Nathalie Roy, je l'ai partagée. J'ai trouvé personne qui pouvait comprendre ce que Nathalie Roy faisait comme stratégie. Puis tu sais, normalement en politique, tu reçois des fois des petits messages de certaines organisations politiques. Même dans la CAQ, je pense qu'il n'y a personne qui était prêt à comprendre ce qui s'est passé. Fait que, qu'est-ce que tu veux? On était que le gros bon sens, ça a de l'air. On a essayé. Mais là, l'autre affaire, Simon Jolin Barrette, est-ce qu'il sera de retour pour la CAQ? Grosse question, parce que notre collègue Antoine Robitaille, dans le Journal de Montréal, écrivait une petite ligne hier en disant qu'il y avait des rumeurs. Est-ce que Simon Jolin Barrette serait encore candidat? Et là, on voit que même Mme Fréchette ou antérieure de la CAQ, qui parle de discussion, on n'arrive pas à avoir de confirmation. Et ce qui fait mal, surtout, c'est que hier, on a entendu qu'il y aura le départ de Benoît Charette, ministre, après 4 mandats, tire sa révérence. Et là, si c'est Simon Jolin Barrette qui quitte, écoute, on a l'impression que l'autobus, là, il n'est pas encore parti, l'autobus de la CAQ, mais ils sont encore déjà en train de perdre des roues. Parce que quand même, Simon Jolin Barrette, pour les militants caquistes, c'est une figure très importante. Ça veut dire beaucoup des réalisations de ce gouvernement sous François Legault sont des réalisations de Simon Jolin Barrette. Il a été, et il faut le souligner, un ministre de la Justice qui a été très performant avec énormément de réformes, essayer de mettre les victimes au centre du système et bien évidemment la loi sur la laïcité. Donc pour les identitaires au sein de la CAQ, un départ comme ça de Simon Jolin Barrette, je peux te dire que ça te coupe les jambes si tu es un bénévole de la CAQ. Mais on est à 7 jours là, du début de la campagne électorale. Ça va arrêter quand, ça, ces départs? Mais c'est exactement, Isabelle, tu poses la question. En politique, normalement, il y a une certaine forme de loyauté. Loyauté envers son organisation politique, loyauté envers son chef. Puis là, on est en train de se dire, écoutez, là, ça veut dire, normalement, les départs, on pensait que ça aurait été au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, on est rendu à 1 semaine et on sait toujours pas, on n'a pas la liste, comme on dit, finale des candidats de la CAQ, du gouvernement. C'est quand même aberrant. Donc, on se pose des questions. Écoutez, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu le mémo sur la loyauté, en tout cas à la CAQ? Puis des fois, on se dit, prends-en une pour l'équipe. Ça veut dire, je veux bien que des fois, il y a des décisions personnelles, etc. Mais au bout d'un moment, je pense pas que Simon Jolin Barrette, comme Benoît Charette, comme d'autres qui ont comme ça annoncé, Mathieu Lacombe et d'autres, très tardivement leur retrait, je pense pas que ça aide à la CAQ de dire oui, on est prêt, nous, à gouverner un autre 4 ans. Mais il doit y avoir panique en la demeure. Je peux pas croire là, que ça affecte pas les troupes qui restent. Là. Ben oui, tout à fait. Et puis surtout, comme ça, les bénévoles, les caquistes, puis ça va faire que moi, si j'étais Éric Duhaime ou si j'étais Paul Saint-Pierre Plamondon, je sors les affiches en disant « Hey, venez chez nous, ceux qui aimaient Simon Jolin Barrette, etc., venez chez nous, on accueille tout le monde. On sait que la CAQ, c'est une coalition. On sait qu'il y a des identitaires souverainistes, en tout cas, qui sont encore à la CAQ. Peut-être que ça va leur faire changer d'avis puis qu'ils vont aller du côté de monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon. Et n'oublions pas, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, Monsieur Duhaime, avait recruté l'ancien chef de cabinet de qui? Bernard Drinville durant la course à la chefferie. Monsieur Simon Jolin Barrette a soutenu Bernard Drinville pendant la course à la chefferie. Donc, ça envoie des signaux aussi pour le Parti conservateur d'aller recruter, en tout cas, à la CAQ. Rodolphe Osny, un truc très intéressant que tu veux me parler. On dirait que le Parti libéral du Québec a une stratégie de ne pas avoir de stratégie. Puis moi, ça me fait penser à quelque chose, que je t'écoute, puis après, je vais rebondir. Ben, j'ai un peu cette impression, Marc, parce que regardons ce qui est en train de se passer. Éric Duhaime est sorti très fort, 47 milliards la semaine dernière. Là, cette semaine, a même dévoilé une plateforme, ça veut dire bien documentée, bien écrite. Ça donne une certaine forme de crédibilité. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon était en vacances en juillet, ça lui a fait du grand bien, mais là, on voit qu'il est actif, il a fait des grosses annonces, il parle de Santé Québec, il a dévoilé un plan sur l'environnement. Puis après, je me dis, OK, mais le Parti libéral, là, ils font quoi exactement? Parce que s'il y en a un
qui a un problème de notoriété, qui doit mettre des choses sur la table et qui n'est pas en train de tirer son épingle du jeu. On ne peut pas juste en politique, et c'est pour ça que je dis ça, on ne peut pas juste attendre que ses adversaires fassent des sorties et que nous, on réagisse après, ou on attend que nos adversaires font des erreurs puis on essaie de tirer notre épingle du jeu. Ça marche pas. Ça veut dire, je veux bien qu'aujourd'hui, ils ont sorti ou hier leur slogan rassembler, réparer et bâtir. Mais moi, j'ai comme l'impression que pour l'instant, il est sur les médias sociaux, il nous a fait des petites vidéos, le milliard de kilomètres. Là, tous les jours, il fait une petite vidéo pour nous dire qu'il est sur la route. Mais en termes de contenu, écoutez, le Parti québécois et même le Parti conservateur est bien en avance. Et même Québec solidaire nous a fait un bon débat, en tout cas, sur les épiceries publiques. Mais ça, tout le monde, tous ceux et celles qu'on a reçus du Parti libéral nous disent ça. Bah, Charles ne vient pas en entrevue, mais il est tellement sur le terrain, tellement dans le jus. C'est pour ça que vous ne l'entendez pas. Tout le monde nous dit ça. C'est la ligne. Oui, mais le problème, c'est que normalement, en politique, puis je parle d'expérience, on essaye de définir son chef avant que ses adversaires te définissent. Et là, pour l'instant, écoute, tout ce qu'on a eu, c'est quoi? Il a fait une vidéo cet été, Où est Charlie? Bon, ben, moi, je pense pas que c'était déjà une super belle image. D'un autre côté, tu as les autres partis qui mettent des propositions puis qui commencent un débat, en tout cas, sur les finances publiques et sur d'autres éléments. Je veux bien que là, ils ont annoncé qu'ils vont partir en campagne le 27 août. Mais pour un parti qui a un problème de notoriété, je pense que c'est pas une stratégie de pas avoir de stratégie. Ben, attends une minute, Rodolphe. Moi, j'ai une théorie. Puis je veux voir qu'est-ce que tu en penses. Dans le cas qui nous concerne, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai une théorie qui est, puis je vais te donner l'exemple qui vient avec, quand tu es leader dans les sondages, il est très possible que tu décides de dire « moins j'en fais, mieux c'est ». Et mon exemple, c'est Pierre Poilievre. Alors que son adversaire, c'était encore potentiellement Justin Trudeau, souviens-toi, moi, je me souviens d'avoir dit « mais la stratégie, c'est fais rien ». Parce que t'en as un qui se cale, qui se met à chaque fois qu'il parle. Ça fait que tu es en train de monter tout seul, justement, comme des vases communicants. Est-ce que ça se peut, des fois, cette théorie-là? Oui, ça se peut, mais il y a un défi parce qu'actuellement, il y a 3 partis fédéralistes, ou ça veut dire non souverainistes. Et pour M. Milliard, il faut qu'il aille chercher des votes à la CAQ et il faut s'assurer que des votes pour lui, en tout cas du clan fédéraliste, ne vont pas aussi à Éric Duhaime. Donc, je suis d'accord avec ta stratégie. Si tu es en haut dans les sondages, des fois, tu es mieux de moins en faire puis de laisser la patinoire aux autres. Je suis d'accord. Mais quand tu dois te battre pour avoir l'attention médiatique entre une Madame Fréchette qui a l'avantage du pouvoir puis un Éric Duhaime qui sait très bien manier, en tout cas, la journée ou le débat médiatique, là, j'ai quand même l'impression que il est en train d'obtenir aucun des deux objectifs. Il n'est pas en train de se faire voir. On ne parle pas de lui. Puis quand on parle de lui, ce n'est pas pour les bonnes raisons. C'est des candidats qui ont fait des bêtises ou des choses comme ça, par exemple. Autre point concernant les tarifs, le 3 jours de répit. Là. On parle de, oui, finaliser une entente avec les États-Unis, mais aussi à l'intérieur du Canada. Oui, j'ai comme l'impression que ces 3 jours sont utiles à la fois du point de vue avec les Américains pour finaliser, mettre sur papier ce qu'il a été entendu, mais surtout pour convaincre les provinces que le Canada a réussi à négocier un accord qui est dans l'intérêt de tout le monde. Et pour l'instant, il y a plusieurs silences. On a Mme Fréchette qui est sortie hier, qui a dit qu'elle exige plus d'informations. On a un premier ministre de l'Ontario qui, pour l'instant, est très discret et un premier ministre de la Colombie-Britannique aussi qui, pour l'instant, est très discret. Est-ce qu'on est en train de voir l'équipe Team Canada? Parce qu'actuellement, on ne sait pas beaucoup de choses. On sait que potentiellement, il y aurait peut-être une baisse de tarifs sur l'automobile ou sur l'acier ou sur l'aluminium. On ne sait pas ce qui se passe sur le bois d'œuvre. Et malgré certaines formulations de Dominique Leblanc sur la gestion de l'offre, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé et c'est pour ça que je me dis qu'il y a tout un jeu actuellement entre les provinces de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire et ces 3 jours, ils sont bénéfiques aussi pour le premier ministre. Mais la réalité, c'est que quand moi j'étais au gouvernement puis qu'on avait négocié Canada-Europe, c'est sûr que c'est toujours comme ça. On met les provinces dans une salle, on leur donne un tout petit peu le résultat des négociations et après on leur demande de choisir. Mais il y a une espèce de crainte que le Québec paie plus que d'autres, que le Québec ne soit pas considéré, n'ait pas de place à la table. On l'entend beaucoup, ça. Oui, et ça va être aussi la responsabilité de M. Carney de vendre cet accord en disant qu'aucune province n'a été lésée, aucun secteur n'a été lésé et qu'à la fin, l'économie canadienne, incluant toutes les provinces, s'en tire mieux parce que à la base, c'était sa promesse qu'il avait fait quand il est arrivé
premier ministre en disant « Moi, je sais négocier, puis moi, je vais réussir à avoir un bon accord ». Pour l'instant, le fait que certaines provinces sont encore en train de réfléchir, ça donne certains indices que le travail, Mme Fréchette va devoir le justifier, mais surtout aussi le gouvernement fédéral va devoir dire non, on n'a pas laissé tomber, par exemple, le bois d'œuvre ou certains secteurs. C'est pas un peu, Rodolphe Osny, un peu perdant-perdant, ce cas-là? Dans le sens que si le deal de Carney avec les États-Unis est formidable, ben on va dire, le Québec, tu t'embarques dans le vortex de tout ça, puis t'es gagnant. Puis si finalement le Québec est perdant, ben Mme Fréchette, qui n'est pas souverainiste particulière, est obligée de constater que, encore une fois, j'ai aucune influence sur ce qui se passe. Il me semble que dans ce cas-là, c'est perdant partout. Là, c'est-à-dire, ça peut être très gagnant au plan économique, mais politiquement. Non, je pense que tout d'abord, c'est perdant juste parce que c'est comme si on normalise les tarifs. C'est comme si on accepte maintenant que ce soit 10, 15, 20%, je ne le sais pas. C'est comme si on accepte maintenant que c'est les règles du jeu, tandis que on a 60 ans de libéralisme économique qui a fait qu'on a fait tomber ces barrières. Donc déjà, là, on est perdant sur toute la ligne, mais c'est pas que le Canada, c'est tous les pays qui acceptent de normaliser une stratégie, une nouvelle politique, puis après on se dit, imaginons que M. Trump quitte le pouvoir très bien en 2019. Le prochain président des États-Unis, est-ce qu'il va normaliser aussi ou il va juste encore diminuer puis que ces mouvements protectionnistes vont continuer à rester? Puis c'est ça la plus grosse difficulté, c'est qu'on se dit, OK, on doit réussir à avoir quelque chose, mais à la fin, on accepte ou on cède juste sur le fait que, OK, maintenant la nouvelle réalité des amis dans le monde, c'est qu'on aura des tarifs. Mais même dans nos choix de mots, on dit une baisse de tarifs, ça reste des tarifs pareils. Même si c'est 15 c'est 15 c'était zéro avant. C'est drôle la façon de l'aborder. Oui. C'est ça, c'est pour ça on doit commencer la conversation en disant c'est 15% de trop, c'est pas comme ça que le Canada, les États-Unis et même les autres pays... Oui, c'est ça. On fait croître leur économie, ont libéralisé leur économie, puis qu'on a réussi à s'en sortir. Donc, c'est comme si on normalisait même. Il y avait certaines discussions en disant, on va peut-être accepter je sais pas combien de tonnes d'acier, puis après, il y aura un tarif. C'est comme si on acceptait que c'est eux qui nous dictent combien on peut leur vendre. Oui. Et ça, déjà, c'est un échec de commerce international. C'est comme si, quand Rodolphe Osny vient nous parler, je disais « Hey, Rodolphe, aujourd'hui, t'as 3 minutes. » Oui. Là, il ferait « Hey, 3 minutes. » Je dis « OK, 4. » Puis là, il fait « Ouf, 4 minutes. » T'as raison, j'ai une promotion. C'est la même affaire, exact. Pareil. T'as une promotion, t'as eu 4 minutes. Merci, Rodolphe Osny. À la prochaine. Merci, c'était le fun. À demain. Bye.